mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les affrontements entre le gang des 400 Maozo et celui de Chien Méchant se poursuivent dans plusieurs zones en plaine. Toutes les activités sont paralysées et des tirs nourris sont entendus. Il y aurait beaucoup de victimes dans les deux camps. Nouvelle crise de carburant dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Parallèlement, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, annonce que l'augmentation des prix du carburant n'est pas à l'ordre du jour. L'ambassadeur de France en Haïti, Fabrice Moriès, estime qu'il est impossible d'organiser les élections dans les conditions sécuritaires actuelles. Le diplomate plaide en faveur d'un dialogue entre tous les Haïtiens. Les affrontements entre gangs rivaux de la zone de la Plaine ont fait de nombreux blessés parmi les résidents le week-end écoulé. Cependant, aucune statistique n'est disponible sur le nombre exact de personnes blessées durant les violents affrontements qui ont duré plus de 72 heures. Ce lundi, les tirs ont quelque peu baissé en intensité, mais la situation reste volatile. Les écoles sont fermées et les activités économiques paralysées en raison de la violence des affrontements. Les combats opposent les gangs des 400 Maozo d'une part et de la Croix des Bouquets et Chien Méchant de la plaine du Cul-de-Sac. Les habitants de Butte-Boyer, Croix-des-Missions, Chada, Carrefour-Marassa et Santo sont les principales victimes de cette guerre. Selon certains riverains, le gang de Chien Méchant a reçu le soutien de plusieurs autres gangs du G9. Les hostilités ont débuté lorsque le chef de gang des 400 Maozo a voulu installer un chef de gang dans le fief de Chien Méchant. Ces combats s'inscrivent dans le cadre des guerres pour l'expansion des territoires. Les activités étaient complètement paralysées hier dimanche et les églises avaient dû fermer leurs portes. Selon des témoins, des blessés sont décédés par manque de soins. Les forces de l'ordre étaient totalement absentes hier du théâtre des violences. Le gallon de gasoline coûte déjà 600 gourdes sur le marché noir alors que la majorité des stations de service de la capitale sont fermées. Les chauffeurs de tap-tap et de véhicules privés font la queue pour pouvoir faire le plein et les prix des courses ont doublé. Un tableau alarmant qui suscite de nombreuses questions au sein de l'opinion publique. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Moins de 6 mois depuis la dernière crise de carburant qui a frappé de plein fouet la vie nationale, en laissant de mauvais souvenirs chez de nombreux citoyens qui ont perdu leur emploi, une autre crise est à nos portes. Depuis la semaine écoulée, des fameux galons jaunes sont de retour. Chacun se déplace avec un en main en vue de pouvoir faire le plein si une occasion se présente. Des simples citoyens comme des agents de la PNH avec leur uniforme sont constatés dans de longues files d'attente sur l'autoroute de Delma, là où une seule pompe à essence sur une quinzaine environ fonctionne. Nul besoin de citer des noms, le tableau est le même à Pétionville, au centre-ville, à Frères, à Tabar, sur la route de l'aéroport, entre autres. Pas de gasoline et le diesel, à présent, se fait de plus en plus rare. Par contre, sur les trottoirs, la situation est différente. Le commerce est florissant. Les mêmes pratiques refont surface. Le marché noir détient apparemment le plein contrôle des produits pétroliers. Rien ne manque sauf l'argent exigé par les profiteurs qui peut être un souci pour les consommateurs. Une situation qui interpelle et qui pousse plus d'un à s'interroger sur la disponibilité des produits.
Où les ont-ils trouvés? Des ventes s'opèrent-elles durant la nuit ou existe-t-il une complicité entre les propriétaires de stations et les spéculateurs? Cette crise n'est pas sans conséquence sur le transport en commun. Des chauffeurs de tap-tap ont augmenté les prix des courses, ce qui crée irrémédiablement des conflits entre eux et les passagers. C'est à prendre ou à laisser. Et tout cela se passe au nez et à la barbe des agents de la PNH qui règlent la circulation. Un autre aspect qui attire l'attention, ce sont les conséquences néfastes de cette situation sur les entreprises et les institutions. Récemment, les propriétaires ont réduit leurs heures de fonctionnement à cause de l'indisponibilité du carburant. S'achemine-t-on vers un retour à cette situation ou vers une augmentation progressive des prix de l'essence? Voilà la situation dans laquelle se trouvent des membres de la population qui se battent pour faire le plein en vue de faire tourner les moteurs de leurs véhicules, des génératrices entre autres. Une situation qui n'est pas nouvelle, mais à chaque fois, ce sont les mêmes scénarios. Toutefois, il y a une autre histoire qui attire l'attention. Le carburant n'est pas disponible dans les stations de service et beaucoup d'entre elles sont totalement fermées, alors que sur les trottoirs, il y en a en quantité et déjà, le gallon se vend à 500 gourdes. Maintenant, la question, si vraiment les pompes à essence n'ont pas de carburant, ceux qui font le marché noir, où l'ont-ils trouvé? Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. L'augmentation des prix du carburant n'est pas à l'ordre du jour, selon le ministre du Commerce et de l'Industrie. M. Ricardin Saint-Jean a fait cette déclaration comme pour prévenir les compagnies d'importation des produits ou les propriétaires de pompes que toute tentative de stockage du carburant à des fins de spéculation est vaine. Le titulaire du ministère du Commerce en a profité pour rappeler les mesures que le gouvernement entend mettre en œuvre pour faire face à la hausse des prix des produits de première nécessité par rapport au taux de change. Suivez ses explications, il répondait aux questions de notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes. Bien avant décembre 2021, les commandes pour les compagnies pétrolières, c'était à la disposition de l'État haïtien à travers le BMPAD. À partir de décembre 2021, ce sont les compagnies elles-mêmes qui placent leurs commandes. Ça dit en temps normal, s'il devrait y avoir une rareté, ça devrait être probablement le fruit d'un certain retard, si je pourrais dire ainsi, dans les commandes placées par les compagnies. Mais parallèlement, je crois qu'on a eu un bon nombre de rencontres avec les pétroliers. Je crois que le problème est identifié. Et l'État va prendre ses responsabilités pour que le produit soit disponible sur le marché. Vous parlez de l'identification du problème. C'est quoi le problème réellement pour la population qui suit cette interview? C'est quoi le problème, monsieur le ministre? Bon, il faut dire que, je rappelle encore, les commandes maintenant, le marché étant libéralisé, c'est les compagnies elles-mêmes qui placent leurs commandes, certainement sous la vigilance de l'État haïtien. Mais quand je dis c'est les compagnies qui doivent placer leurs commandes, vous imaginez s'il arrive un bon matin et qu'une compagnie ou des compagnies décident de ne pas commander ce qui pourrait arriver. C'est pourquoi je dis qu'on identifie le problème et après maintes rencontres, l'État comme régulateur va prendre ses responsabilités. Mais pour vous dire aussi que il y a 2 bateaux qui doivent fouler le sol à partir de 28-29 avec tous les produits pour toutes les compagnies. Dans l'intervalle, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine forme de spéculation sous prétexte que l'État va augmenter le prix du carburant. Mais je veux rassurer toute la population que ce n'est pas l'ordre du jour. Cette affaire d'augmentation du prix du carburant, ce n'est pas l'ordre du jour. L'État va s'assurer à ce que le produit soit disponible sur le marché comme ça a été, ça fait quelques jours. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ces compagnies d'importation de produits pétroliers n'ont aucune balise quelque part? C'est-à-dire si elles choisissent d'importer, elles peuvent le faire. Si elles choisissent de ne pas importer, elles peuvent le faire aussi. C'est-à-dire l'État n'a aucun leadership sur ces compagnies-là. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer en parlant de la libéralisation du marché, monsieur le ministre? La libéralisation du marché voudrait dire que c'est plus l'État qui place les commandes, mais c'est les compagnies elles-mêmes. Mais comme produit stratégique,
l'État ne saurait confier l'entière responsabilité à des compagnies privées. Et c'est pourquoi je dis qu'on identifie le problème. Si, par accident, ces compagnies avaient en tête à penser qu'elles ont, je dirais, en toute, je ne vais pas dire impunité, mais en toute liberté, commandé ou pas, c'est quand même l'État. L'État va prendre ses responsabilités, j'insiste. Est-ce qu'il y a une garantie à donner à la population qui se trouve en ligne au moment où nous parlons, donc sur les pompes à essence? La garantie, c'est que 2 bateaux doivent rentrer d'ici le 28. Il n'y a pas risque d'augmentation du prix sur le marché. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Et parallèlement, l'État haïtien, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, va prendre ses responsabilités. On va dans les compagnies pour identifier la disponibilité et mettre cette disponibilité sur le marché. L'ambassadeur de France en Haïti, Fabrice Moriès, assure que son pays va continuer à œuvrer en faveur d'une résolution de la crise dans le pays. Le diplomate a estimé qu'il était impossible d'organiser des élections dans les conditions sécuritaires actuelles, mais juge également que la tenue d'élections est la clé de la crise actuelle. La semaine dernière, entre les 2 tours des élections, la diplomatie française a organisé une réunion internationale qui faisait suite à la réunion qui avait été organisée par les Américains et les Canadiens ces derniers mois. Et nous avons fait cette réunion pour maintenir Haïti en haut de l'agenda international. Et nous l'avons fait avec succès parce qu'il y a eu plus de partenaires qui sont intervenus lors de cette réunion que lors des dernières réunions. Et le message qui a voulu être donné lors de cette réunion, c'est de dire tout simplement aux Haïtiens que malgré les difficultés que nous observons actuellement en Europe, les difficultés très graves qu'il y existe aujourd'hui en Europe pour la sécurité du continent européen, je veux parler de la crise ukrainienne, la crise haïtienne reste une crise majeure sur laquelle nous continuons à être mobilisés et sur laquelle nous continuons à déployer des ressources politiques et budgétaires. Il y aura continuité de notre politique à l'égard d'Haïti. La coopération va continuer, bien sûr, elle va être renforcée, elle va être surtout réorientée. Je ne parle que de la France. Nous allons réorienter notre coopération. Nous sommes en train de réorienter notre coopération pour faire en sorte de mettre l'accent sur les questions sécuritaires. Nous continuerons à le faire, renforcer notre coopération sécuritaire avec la police nationale haïtienne. Nous le faisons en étroite coordination avec les partenaires qui sont actifs sur ce sujet. Je veux parler entre autres des États-Unis, du Canada, peut-être d'autres. Et nous espérons effectivement que d'autres vont nous rejoindre. Ça, c'est la priorité. La priorité de notre coopération, c'est maintenant la sécurité. Sécurité de nos agents, sécurité de nos enceintes diplomatiques et sécurité de nos ressortissants. Et d'une manière plus globale, sécurité des citoyens haïtiens par l'intermédiaire de la PNH avec lequel nous renforçons notre coopération. Ça ne veut pas dire que nous laissons de côté, que nous laissons tomber les autres aspects de notre coopération en matière d'éducation, en matière de culture. Tout ça va continuer. Je vois la ministre de la Culture cet après-midi pour refaire le point sur notre coopération culturelle avec Haïti. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est la priorité sécuritaire. Il y a une dialectique entre la question de la sécurité et la question des élections. On ne peut pas faire d'élections fiables et observables internationalement avec le niveau d'insécurité que nous avons aujourd'hui, bien évidemment. Mais pour régler le problème de la sécurité, il faut trouver une solution politique qui passe par des élections. Donc c'est cette tension entre les 2 objectifs qu'il faut surmonter. Et on ne peut le surmonter qu'en faisant les 2 en même temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner la priorité à un aspect plutôt que l'autre. Il faut avancer des 2 côtés. Et c'est ça le message que nous voulons donner à tous les acteurs de la situation haïtienne aujourd'hui. Des progrès ont été réalisés en matière de lutte contre la malaria, c'est ce qu'a fait savoir le coordonnateur technique du programme national de contrôle de la maladie, PNCM.
À l'occasion de la journée mondiale contre le paludisme ce 25 avril, le ministère de la Santé publique, à travers le PNCM, dit avoir recensé plus de 20 000 cas en 2020 et qui sont passés à 10 000 en 2021. La lutte se poursuivra à travers une campagne lancée autour du thème « Plus fort contre malaria pour nous sauver la vie », selon le docteur Marc-Aurèle Telfort, qui appelle les citoyens à se protéger. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph. Zéro malaria en Haïti à l'horizon 2025, c'est l'objectif que s'est fixé le ministère de la Santé publique et de la population. Cela fait plusieurs années que le MSPP, à travers le programme de lutte contre le paludisme, s'est engagé dans cette bataille. Pas question de baisser les bras, affirme le coordonnateur technique du PNCM. En dépit des difficultés rencontrées, de nombreux efforts ont quand même été consentis, se réjouit le docteur Marc-Aurèle Telfort. On a vu la courbe, il y a eu une diminution régulière du nombre de cas, de 34 000 à 21 000, 19 000, jusqu'à 8 000 en 2018. Et il a fallu, avec les interventions, les difficultés de pays LOC, fin 2019, ensuite le contexte de Covid en 2020, ça a constitué presque un blocage pour l'ensemble des activités de programme, tant du niveau national vers le niveau départemental que des départements vers la périphérie. Et à ce moment, on est passé en 2019 de 8 000 cas à 11 000 cas et en 2020 de 11 000 à 21 000 cas. Pratiquement, je dirais presque en 6 mois, on a limité le processus parce qu'on a été proactif. Donc on est revenu en fin 2021 à 10 000 cas. 10 000 cas de malaria en tout dans plusieurs endroits du pays, un chiffre préoccupant, mais le responsable se dit confiant. Fort de ces observations, on peut être confiant dans la capacité à agir sur le problème et à avoir des incidences. On n'était pas satisfait par rapport à l'effort déployé, aux attentes qu'on avait même en 2021. On ne s'attendait pas à atteindre 10 000 cas. On s'était dit qu'on aurait dû être en dessous de 8 000 cas. C'est pour dire qu'il y a un potentiel nous permettant d'être confiants dans notre capacité à réduire. Autrement dit, le programme national de lutte contre la malaria est sur la bonne voie, si l'on en croit le docteur Telfort. Raison de plus de poursuivre la bataille jusqu'à ce que le MSPP parvienne à éradiquer la maladie dans le pays. D'où le lancement d'une nouvelle campagne de communication, de sensibilisation et de dépistage à l'occasion de la Journée mondiale contre le paludisme ce 25 avril. Entre-temps, les citoyens doivent se protéger, rappelle le coordonnateur technique du PNCM. Dormir sur le moustiquaire, se protéger, se couvrir, notamment le soir, ou mettre des screens dans les fenêtres, etc. Donc les moyens de protection généralement connus. Il y a d'autres actions en lutte antivectorielle comme la pulvérisation intradomiciliaire pratiquée de manière récurrente dans certaines zones à forte transmission par le programme, ou alors la gestion des gîtes lavés, etc. Ce sont autant de moyens de protection, mais le premier moyen de protection, en fait, c'est le niveau d'information des gens. Plus fort contre malaria pour nous sauver la vie est donc le thème retenu pour la campagne qui se déroulera sur tout le territoire national et qui prendra fin le 30 juin prochain. Lancement ce lundi 25 avril de la 9e semaine de la propriété intellectuelle au local du BHDA. Une conférence débat a été organisée en la circonstance autour du thème « Pourquoi Jacques-Stéphane Alexis ne tombe-t-il pas dans le domaine public ?» 2 intervenantes étaient présentes lors de cette première journée. Il s'agit de la ministre de la Culture et de la Communication, Madame Émilie Prophète-Milcé, et de Maître Anita Dolma. Auteur, l'aile mourit, il passé à héritier. Héritier, Mounsa, en tant qu'auteur, maître œuvre qui mouria, il va exercer droit ça dans la place. Alors, il y a des exceptions pour utiliser œuvre sans qu'on ne paye auteur. C'est strictement pour des représentations privées. Par exemple, sur activité de salon, et là, on n'a pas besoin de payer droit d'auteur. Mais si c'est reproduire, on va le reproduire pour revendre. Donc,
connaît ou en affaire avec auteur là, si auteur n'est pas là, héritier parce que droit patrimonial, droit pour l'auteur à faire comme sous œuvre liant, lit toujours demeurer. Alors, l'œuvre là tombée dans le domaine public, les filles parler de tout droit ça yo. Là, dit nous après 60 ans, œuvre là tombée dans le domaine public là, ça veut dire toute bagaille fini. N'importe monde qui prend œuvre ou auteur là, li copier, li rédiger, li fait tout ça le vle, sans autorisation. Il pas besoin de famille, il pas besoin de personne. Parce que les œuvres là tombées dans le domaine public sont œuvres communes, li viennent pour tout le monde. Le décret a dit 60 ans après jour la mort auteur, œuvre là tombée dans le domaine public. C'est-à-dire tout le monde doit reproduire œuvre là, il doit faire pièce théâtre avec elle, à condition que il toujours dit mais qui moun qui t'a écrit œuvre là parce que droit patrimonial là li dans le domaine public mais droit moral là li imprescriptible, c'est-à-dire moun n'a pas jamais perdu. 500 ans après Mozart fin mourir, il a toujours dit c'est lui qui t'a écrit telle pièce. Donc en Haïti, décret sous droit d'auteur, il dit 60 ans après la mort d'auteur, œuvre la tombée dans le domaine public. Il y a des pays côté lycée 50 ans, il y a des pays côté lycée 70, il y a des pays côté l'aller jusqu'à 90 et au-delà. Par exemple, dans pays comme la France, qui ont pays qui la législation nous semblait avec, c'est 70 ans. Et il y a des clauses, par exemple, il dit son monde est considéré comme mort pour la France. Œuvre là, c'est jusqu'à 95 ans. Par exemple, Antoine de Saint-Exupéry, pour qu'on jamais tomber dans le domaine public, parce que l'avion était disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Guillaume Apollinaire, qui était mort d'une blessure qu'il prend dans la Première Guerre mondiale, il est tombé dans le domaine public presque 95 ans après le film mourir. Cas Jacques-Séphane Alexis est extrêmement particulier, parce que Jacques-Séphane Alexis, personne ne connaît qui l'a mouru. Le 22 avril 1961, il porté disparu. C'est-à-dire qu'il tenté une invasion en Haïti, il a arrêté et s'arrêté là, on ne connaît pas s'il était mort le 22 avril, s'il était mort le 30 avril, s'il était mort en juin, s'il était mort en 1962, en 1963, en 1964. Donc, nous dit, œuvre là, il n'y a pas de cas tombé dans le domaine public parce que pas aucun acte qui t'a dit Jacques-Séphane Alexis t'est mort tel jour, tel lieu. Donc, l'ité porté disparu. Et ou pas aucun acte de décès, la famille n'a pas jamais fait aucune déclaration. Donc, c'est un bagage qui était dans le flou. Donc, Jacques-Séphane Alexis, c'est peut-être ça, BHDA a décidé en 2020, avec le comité ad hoc droit d'auteur, après un peu de discussion sur les droits civils, droits d'auteur, cas d'espèce, nous avons dit Jacques-Séphane Alexis pas tomber dans le domaine public, justement parce que pas aucune version officielle de la mort Jacques-Séphane Alexis. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.